Bonjour, nous allons aujourd'hui réaliser le dernier cours du cycle de biologie cellulaire. Ce cours va concerner le cycle cellulaire, c'est-à-dire quelle est la machinerie moléculaire qui assure la maintenance cellulaire, la prolifération cellulaire. À travers ce cours, vous verrez que nous avons simplifié beaucoup de concepts que vous pourrez trouver dans les livres. L'essentiel, et c'est vrai pour tout ce qui vous a été enseigné précédemment et pour les questions qui vous seront posées le jour de l'examen, est de comprendre et non pas d'apprendre des listes d'intervenants moléculaires. C'est dans ce sens que nous insisterons sur la mise en place de QCM Problème. Merci et bon courage. Nous allons voir en détail aujourd'hui les composants moléculaires et cellulaires qui assurent l'entretien de la cellule à travers le cycle cellulaire, l'activité de division cellulaire qui assure le renouvellement cellulaire et coordonné, c'est une notion fondamentale, notion d'horloge interne, avec des cycles qui vont assurer pour qu'une cellule se duplique de façon coordonnée et non anarchique, des cycles de division chromosomique, centroplasmique, centrosomique. Cette activité de division doit donc être régulée, elle est stimulée par les facteurs de croissance, elle est stimulée par l'adhérence cellulaire, elle est au contraire inhibée par la différenciation, par l'apoptose et le vieillissement. Enfin, elle est anarchique dans la transformation cellulaire. Vous voyez à travers ces notions générales, parfois un peu évidentes, qu'il doit exister des mécanismes qui assurent une coordination extrêmement complexe, extrêmement régulée, qui fait qu'une cellule se divise quand ceci est nécessaire dans le tissu, c'est-à-dire quand il y a eu par exemple de la mort cellulaire, qui fait qu'une cellule va arrêter de se diviser quand le renouvellement cellulaire d'un tissu aura été réalisé correctement, et qui fait que quand une cellule se divise, elle se divise de façon équilibrée pour tous ses constituants membranaires, nucléaires ou cytoplasmiques. Les méthodes d'étude du cycle cellulaire impliquent d'abord des observations microscopiques. Une cellule qui se divise est arrondie, elle va dissoudre sa membrane nucléaire. Nous allons voir apparaître le faisceau mitotique, les chromosomes vont se placer en plaque équatoriale et tout ceci peut être observé en microscopie photonique classique, mais aussi filmé. On va par micro-cinématographie pouvoir observer, quantifier la cinétique de division cellulaire. Donc ces données morphologiques ont permis de définir le cycle de division cellulaire, c'est-à-dire le moment où on observe la division cellulaire, par opposition à l'interface, qui est la période qui prépare la division cellulaire. Vous avez ici des images de cellules en division cellulaire. Vous pouvez voir en particulier la migration des chromosomes en plaque équatoriale à droite. Vous pouvez voir ici des images obtenues à partir de micro-cinématographie, ici fixées à un moment donné. Et vous pouvez voir le début de la division cellulaire jusqu'à sa fin, que vous voyez en bas à droite. C'est donc de la micro-cinématographie en contraste de phase. Ces différentes techniques ont permis de définir les différentes phases du cycle cellulaire, qui comprennent donc d'abord la prophase, caractéristique par l'apparition des chromosomes, la mise en place du fuseau de division et enfin la rupture de l'enveloppe nucléaire, suivi de la métaphase
où les kinétochores deviennent fonctionnels, où les microtubules vont se polymériser et nous allons observer la migration équatoriale des chromosomes. Enfin, l'anaphase, avec la rupture des centromères, la migration polaire des chromatides et l'allongement du fuseau de division. La télophase ou cytodiérèse, avec la décondensation des chromosomes, la caryocinèse, la formation de l'enveloppe nucléaire, suivie de la dépolymérisation du fuseau, et enfin la cytodiérèse, c'est-à-dire la séparation en deux cellules. À côté des techniques morphologiques d'observation essentiellement microscopiques, des méthodes d'études plus moléculaires ont été mises en place, permettant par exemple une évaluation quantitative de l'ADN avec des colorants ou des réactifs fluorescents, la cytométrie de flux que vous avez pu voir avec Monsieur Boutonnat, l'incorporation de précurseurs marqués comme la thymidine tricier qui va pouvoir être quantifiée par la mesure de leur radioactivité, visualisée par autoradiographie. Vous avez ici un exemple de cytométrie de flux, où, comme vous l'avez vu dans le cours de M. Boutonnat, on peut différencier les cellules en G1 et en G2M avec un stock simple ou double en ADN après la phase S de duplication de l'ADN. Ces méthodes d'incorporation réalisées à un temps donné vont permettre une mesure des différentes phases du cycle cellulaire en arrêtant les expériences donc de façon chronologique et en mesurant l'incorporation par rapport aux repères morphologiques de la division cellulaire que sont par exemple la mitose. Pour étudier le cycle cellulaire, on est confronté à une première difficulté. Si vous observez des cellules en culture dans une boîte de pétri, aucune ne se divise au même moment. Pour pouvoir étudier les choses de façon correcte, il va falloir synchroniser les cellules. Donc plusieurs moyens expérimentaux ont été imaginés dans ce but. Le premier est de priver les cellules en facteurs de croissance, ce qui va entraîner un arrêt en phase G1. La deuxième est d'isoler les cellules en mitose d'une façon un petit peu originale. Donc on a vu sur les données morphologie qu'une cellule qui se divisait était une cellule ronde, peu adhérente. Donc si vous prenez votre boîte de culture et que vous frappez la boîte de culture contre la paillasse de votre laboratoire, vous allez décoller plus facilement les cellules qui se divisent par rapport à celles qui ne se divisent pas. Et vous pourrez ainsi avoir un stock de cellules décollées en division, en mitose, par opposition aux cellules ne se divisant pas, qui sont plus adhérentes. Troisième stratégie, c'est l'utilisation de drogues qui vont synchroniser le cycle cellulaire, comme la fidicoline arrêtant les cellules en G1S ou le nocodazole arrêtant en métaphase. Toutes ces modalités ont chacune des défauts. Quand on utilise des drogues, on synchronise les cellules, mais on va aussi modifier le phénotype de ces cellules, et il en est de même pour l'utilisation de la déprivation en facteur de croissance. Quand on regarde la division cellulaire, il est clair qu'il va falloir diviser les centrosomes, diviser les chromosomes, diviser les noyaux, diviser les composants cytoplasmiques, et il faut, lors du temps, que la cellule soit informée que la division centrosomique s'est réalisée, que la division chromosomique s'est réalisée, et de la même façon, à la fin de la mitose, que la cytodiérèse s'est mise en place. Ceci implique un contrôle
extrêmement complexe de la division cellulaire. La question est donc de savoir quels sont les mécanismes moléculaires qui assurent ce contrôle, qui assurent cette coordination du cycle cellulaire. S'agit-il d'une horloge interne? Quelle est la nature de cette horloge interne? Premier élément permettant de mettre en place les constituants moléculaires participant à ces phénomènes, c'est le déclenchement de l'entrée en cycle, c'est-à-dire la transition entre la phase G0, G1 et la phase S. Si on prend des cellules qui ont été déplétées en facteurs de croissance, ces cellules vont être bloquées en G0S. Si on ajoute des facteurs de croissance, on va déclencher la phase S. Si on regarde les activités biochimiques aux différents moments G1S, G2, M du cycle cellulaire, on va observer à la phase G1 et jusqu'à la fin de la phase S une duplication du constituant en protéines, en ARN, en lipides et en glucides. On va observer une duplication de l'ADN pendant la phase S et on va observer une duplication des protéines chromatiniennes pendant cette même phase S. Donc vous voyez que la phase S, elle sert à dupliquer le contenu en ADN, alors que les protéines sont essentiellement dupliquées en phase G1. Une exception, les protéines chromatiniennes, qui vont donc participer à la structure de l'ADN. Il est donc logique qu'en même temps que se duplique l'ADN, soit multiplié par 2 le contenu en protéines chromatiniennes. Donc vous voyez comment une activité biochimique extrêmement intense se met en place, qui permet en fait de dupliquer tout l'équipement moléculaire de la cellule. Un point extrêmement important que nous venons d'évoquer, c'est le point R, c'est-à-dire le point de restriction après lequel la mise en place d'une progression dans le cycle cellulaire vers la mitose est irréversible. Avant le point R, si on arrête l'adjonction des facteurs de croissance, si on réalise à nouveau une déplétion en facteurs de croissance, la cellule va rester bloquée en G1. Après la phase R, même si on réalise une déplétion en facteurs de croissance, l'entrée dans le cycle cellulaire vers la mitose est irréversible. Ce point R, c'est donc le point d'activation du cycle cellulaire où tout devient irréversible. C'est une première notion de régulation et d'enchaînement chronologique du cycle cellulaire avec des facteurs de régulation que sont les facteurs de croissance. En leur absence, on est bloqué en G1 précoce. S'ils sont là, on va passer de la phase G1 vers la phase S. Ils sont indispensables jusqu'au point R. Les facteurs de croissance sont donc des déterminants exogènes de la stimulation du cycle cellulaire. Quels sont les déterminants endogènes? Ceci revient donc à chercher des composés intracellulaires qui déclencheraient spécifiquement les différentes phases du cycle cellulaire. Pour étudier et disséquer ces mécanismes moléculaires, des expériences relativement simples de fusion cellulaire et de micro-injection cellulaire ont été utilisées. Donc la fusion cellulaire consiste donc à prendre 2 cellules et à utiliser des stratégies qui vont permettre la réunion de ces 2 cellules en une même cellule qui va comporter 2 noyaux. On a donc des hétérocariants. Plusieurs modalités peuvent être utilisées pour réaliser cette fusion cellulaire. Des virus, comme le virus Sendai, des solvants, comme le polyéthylène glycol, ou des champs électriques.
On obtient donc une cellule hybride avec 2 noyaux. Donc, vous voyez, un premier type d'expérience qui peut être réalisé. On va prendre une cellule en G1, puis on va prendre une cellule en phase S. On va entraîner une fusion de ces cellules et on va regarder quel est l'impact du noyau en G1 sur l'entrée en phase S. On va donc observer que le noyau en G1 entre en phase S et que le noyau qui était en phase S continue d'incorporer la thymidine et va poursuivre son entrée dans le cycle cellulaire. On conclut donc de cette expérience que la cellule en phase S contient un facteur déclenchant la phase S dans la cellule en G1. On va parler de facteur de promotion de la phase S. Donc, comme d'habitude, les initiales qui persistent sont celles qui nous sont imposées par l'impérialisme anglo-saxon. On va parler de SPF pour S-Phase Promoting Factor. Deuxième expérience, on va cette fois-ci fusionner une cellule en G1 avec une cellule en G2. On va observer que la cellule en G1 amorce la mitose alors que la cellule en G2 va compléter sa mitose. Une cellule en mitose contient donc un facteur déclenchant de la mitose. On va cette fois parler de MPF pour M-Phase Promoting Factor, facteur de promotion de la mitose. Troisième type d'expérience, on va cette fois-ci réaliser la fusion d'une cellule en phase S avec une cellule en G2. On va observer que le noyau en phase S continue d'incorporer la thymidine et poursuit donc le cycle cellulaire. Au contraire, le noyau en G2 reste en G2 et va présenter même une mitose retardée, ce qui montre qu'une cellule en G2 est insensible à SPF, ceci étant destiné à assurer une seule réplication de l'ADN. Si cette fois on met en contact une cellule en G2 avec une cellule en G1, le noyau en G1 va passer en phase S, alors que le noyau en G2 va rester en G2 et va donc retarder sa mitose. On en conclut que SPF a disparu dans la cellule en G2 et que la cellule en G2 ne contient pas d'inhibiteur de synthèse de l'ADN. La cellule en G1 contient donc des facteurs qui retardent la mitose tant que la réplication de l'ADN n'est pas terminée. Le cycle cellulaire se caractérise donc par un enchaînement séquentiel de facteurs actifs, présents et ou actifs de façon temporaire, SPF essentiellement en phase S, MPF essentiellement en fin de phase G2 et en phase M, et un facteur inhibiteur de la mitose en G1 et en phase S. Vous voyez qu'à partir d'expériences simples de fusion cellulaire, des activités chronologiquement différenciées ont pu être mises en évidence. La question maintenant est de savoir ce qu'il y a derrière ces activités, quels sont les acteurs moléculaires qui participent à ces activités. Pour identifier MPF, on a utilisé des expériences de micro-injection dans l'œuf de Xénope. Donc on va prendre un ovocyte, arrêté en phase G2, et si on le stimule
par la progestérone, une méiose va se produire. On va donc prendre un extrait cellulaire, l'injecter, observer s'il y a ou pas une induction de méiose, et petit à petit disséquer ce qui, dans l'extrait cellulaire, est responsable de l'activité MPF par des expériences donc historiques de purification, comme on a pu les faire pour la purification du NGF qu'on a vu dans un cours précédent. Le but étant d'identifier la protéine ou les complexes multimoléculaires responsables de l'activité. En parallèle des expériences donc, de biochimie réalisées chez les xénopes, des expériences ont aussi été réalisées chez la levure. Chez la levure, on a pu observer des mutants du cycle cellulaire, c'est-à-dire des gènes dont la mutation, dont l'inactivation va bloquer la levure à des moments donnés du cycle cellulaire. Donc on a appelé ces gènes des CDC pour Cell Division Control, et une de ces protéines, appelée CDC2, est une protéine de 34 kilodalton qui est nécessaire à l'entrée en mitose. Donc là, vous avez, à partir des expériences chez les xénopes et à partir des expériences de la levure, deux aspects complètement opposés de ce qui fait la biologie cellulaire et moléculaire moderne. Des expériences où on décrit une activité et on va essayer de purifier les protéines responsables de cette activité. Et au contraire, une expérience de génétique inverse, où à partir d'une mutation, on va remonter à la protéine, codée par le gène muté, qui nous permet de repérer une anomalie dans l'activité recherchée. De façon intéressante, historiquement, ces deux approches se sont rapprochées, puisque le gène CDC2, repéré chez la levure, code pour une protéine qui est la même ou un homologue dans l'ovocyte de xénope et qui est responsable de l'activité MPF. Donc vous voyez une protéine importante car elle est conservée au cours du développement des espèces. Alors MPF, on l'a purifié, on a une protéine. Quand on a une protéine, on va pouvoir injecter cette protéine chez le lapin pour faire des anticorps. Avec ces anticorps, regarder quand la protéine est présente dans la cellule. C'est ce qu'on a fait ici. Donc vous voyez en bleu la protéine MPF de 34 kilodalton. Cette protéine, elle est présente à tous les moments du cycle cellulaire. Donc là, on est extrêmement déçu parce qu'on a passé des années à purifier une protéine. On a pensé que cette protéine, elle était responsable de l'activité MPF. Et déception, la quantité de cette protéine ne varie pas au cours du cycle cellulaire. Donc il a fallu réfléchir. Donc si cette protéine, qui pourtant, dans un état donné, va être responsable de l'activité MPF, ne bouge pas en quantité, ça veut dire qu'il y a une autre protéine qui vient interagir avec elle et qui éventuellement va venir la stimuler. Donc là, on a mis en place une stratégie extrêmement intéressante. Avec l'anticorps, on a fait une expérience d'immunoprécipitation, c'est-à-dire qu'on est venu prendre la protéine avec l'anticorps, on a purifié l'anticorps avec la protéine, on a fait migrer cet immunoprécipitat dans un gel d'acrylamide et on a regardé si l'anticorps captait seulement la protéine de 34 kilodalton ou d'autres protéines qui pourraient expliquer une modulation d'activité MPF. Et effectivement, on a observé que en même temps qu'on immunoprécipitait la protéine CDC2 de 34 kilodalton, on immunoprécipitait une autre protéine, la cycline B, qui, elle, avait une concentration qui était modulée lors du cycle cellulaire. Et effectivement, la concentration de cycline B est augmentée en parallèle de l'activité MPF.
Donc vous voyez que MPF est en fait un complexe d'une protéine qui varie de façon cyclique, qu'on a donc appelé la cycline B, qui active une kinase. CDC2 est effectivement une protéine kinase, c'est-à-dire une protéine qui a la capacité de venir phosphoryler d'autres protéines. Et donc, ce qui est l'acteur dans MPF, c'est bien CDC2, mais CDC2 doit être activé par une autre protéine qui est la cycline B. Donc, il y a un concept extrêmement important dans la biologie moléculaire de la cellule, dans la régulation de la biologie cellulaire, c'est l'existence de complexes multimoléculaires qui vont venir activer ou au contraire inhiber des fonctions biologiques données. Vous allez voir que toute l'organisation du cycle cellulaire est faite de ces complexes multimoléculaires. On a pu étendre ces données et décrire tout un catalogue qu'on ne verra pas dans ce cours où le but est essentiellement de comprendre les mécanismes moléculaires de régulation du cycle cellulaire. On a pu décrire des cyclines A aux cyclines H. On a pu décrire plusieurs kinases associées au cycle cellulaire, donc on les appelle des CDK. Donc tout apparenté à CDC2 qui étant la première à avoir été identifiée a été nommée CDK1 et on en est maintenant à 7 CDK décrites. Le cycle cellulaire et les différents moments du cycle cellulaire s'expliquent donc par une combinatoire de CDK et de cyclines dont l'activité est transitoire au cours du cycle cellulaire. Chaque CDK, chaque kinase va avoir une spécificité pour des substrats donnés, nécessaires à des moments spécifiques du cycle cellulaire, et c'est la cycline, dont la quantité va varier à un moment donné du cycle cellulaire, venant ainsi activer la kinase spécifiquement associée. Si on resitue ces différents éléments, la phase G1, la phase S, la phase G2, la phase M, la cycline D et la cycline E sont plutôt associées à la phase G1, la cycline A à la phase S, la cycline B à la phase M. MPF, c'est l'association de CDK1 à la cycline B. SPF, c'est l'association des CDK 2, 4, 5, 6 aux cyclines D, E et A. Est-ce que vous voyez ici différemment dans la chronologie du cycle cellulaire? Vous voyez donc les différents complexes aux différents moments du cycle cellulaire. Donc les kinases sont spécifiques de substrats donnés. On en a un exemple ici. CDK1 va permettre la phosphorylation de la tubuline, favorisant la polymérisation. Au contraire, des phosphatases seront mises en jeu lors de la dépolymérisation du réseau de tubulines indispensable au fuseau mitotique. Un autre exemple, l'enveloppe nucléaire qui est la cible de CDK1 cycline B. Donc, il y a dans l'enveloppe nucléaire un élément extrêmement important est la présence de l'amine qui va participer à l'intégrité de cette membrane nucléaire. En début de mitose, la lamine phosphorylée va entraîner une désagrégation, une dislocation de la membrane nucléaire qui va favoriser la mitose, qui est indispensable pour la mitose, et au contraire, pour reconstituer le noyau, on aura une déphosphorylation des lamines. Donc la phosphorylation de la lamine est assurée par CDK1. On a donc mis en place des kinases. Ces kinases sont activées par des cyclines, et il est clair que l'activité de la kinase et l'activation de la kinase doit être régulée. Donc les complexes ne peuvent
rester aussi simple que des complexes binaires associant des CDK et des cyclines. Quand on a réalisé les expériences d'immunoprécipitation dont je vous ai parlé plus simplement précédemment, on a pu identifier, associer au CDK les cyclines, mais aussi d'autres protéines, et en particulier des protéines dont l'effet était d'inhiber complètement l'activation des kinases par les cyclines. On les a donc appelés des CDKI, c'est-à-dire des inhibiteurs des kinases dépendantes du cycle cellulaire. Vous voyez donc qu'on a complexifié les notions introduites précédemment, parce qu'on est maintenant avec 3 molécules qui interagissent, des cyclines qui activent des kinases, ces complexes eux-mêmes étant inhibés par des CDKI. Plusieurs ont été décrits. Les principaux sont la P27, qui va entraîner un arrêt du cycle cellulaire en G1S et qui est induit par l'AMP cyclique et le TGF-bêta. La P21, qui va entraîner les mêmes effets, mais qui est induit par la P53, extrêmement important dans l'oncogénèse en général. Et P15, P7, qui eux aussi inhibent les CDK de phase G1 et qui sont extrêmement souvent mutés et inactivés dans les pathologies cancéreuses. Vous avez ici un schéma qui va venir encore un peu complexifier l'intervention de ces complexes multimoléculaires. Le TGF-bêta active la P27. Donc je vous rappelle, la P27 est un CDKI. La P27 va venir inhiber les complexes cyclineux CDKE. Le même effet va être induit par la P21. La P21, elle est induite par la P53. En cas de lésion de l'ADN, vous l'avez déjà vu dans plusieurs cours, la P53 est induite. Et un des effets immédiats de l'induction de la protéine P53, c'est de permettre la réparation de l'ADN. Et pour cela, il faut arrêter le cycle cellulaire. Ce sera donc le rôle de la P21. Vous voyez aussi le rôle de P16 qui va venir inhiber les complexes cycline B, CD4 et donc bloquer, là encore, le cycle cellulaire. Donc P53 est exprimé en réponse à des lésions de l'ADN. L'inactivation de P53 est extrêmement fréquente dans les cancers et elle favorise l'évolution tumorale, ce qui a fait parler de P53 comme un gardien du génome et comme un suppresseur de tumeurs. Vous voyez, une lésion de l'ADN entraîne une augmentation de la P53. La P53 va venir se fixer au niveau de facteurs transcriptionnels spécifiques qui induisent la synthèse de P21 qui va venir inhiber les complexes cycline CDK de phase G1. Donc vous voyez comment la régulation du cycle cellulaire renvoie à l'étiologie du cancer à des stades extrêmement précoces. Une lésion de l'ADN doit être réparée et il faut que l'activité de division cellulaire s'arrête pour que cette réparation se fasse de façon correcte. Pour rappel, vous avez vu que la P53 va aussi pouvoir, en cas d'échec de la réparation, induire des molécules de mort cellulaire. C'est ce qu'on a vu dans le cours sur l'apoptose. Dans ces complexes moléculaires, une protéine extrêmement importante a pu être mise en évidence, qui est la protéine du rétinoblastome. Vous avez vu dans le cours de M. Lunardi comment on a découvert cette protéine à partir de tumeurs de la rétine chez l'enfant et les formes familiales de ces tumeurs. La protéine du rétinoblastome, identifiée en jaune sur le schéma, vient capter et séquestrer un facteur transcriptionnel qui est E2F. E2F,
quand il est libre, va venir activer la transcription de gènes indispensables pour le passage de la phase G1 à la phase S. Il est donc essentiel pour l'activation du cycle cellulaire. La protéine du rétinoblastome, à l'état normal, vient donc séquestrer E2F, qui ne peut venir exercer son action de stimulation du cycle cellulaire. La protéine du rétinoblastome est aussi présente dans les complexes cycline E, CDK2, qui, quand ils sont activés, vont entraîner une modification de la conformation de la protéine du rétinoblastome, qui, du fait de cette modification de conformation, va libérer E2F. E2F libéré va donc pouvoir exercer sa fonction de stimulation du cycle cellulaire. Si on se remet dans la chronologie du cycle cellulaire, les facteurs de croissance vont entraîner l'activation des complexes cycline D, CD4, qui eux vont venir activer les complexes cycline E, CDK2. La protéine du rétinoblastome peut être séquestrée par des protéines de virus comme SV40, ce qui explique le caractère oncogénique de ces virus, puisqu'en séquestrant SV40, ils vont favoriser l'entrée dans le cycle cellulaire. Donc on a vu des complexes moléculaires, des kinases activées par des cyclines, ces complexes étant inhibés par des CDKI. On a donc là une régulation déjà assez complexe. Va se rajouter un deuxième élément de régulation qui est la dégradation des cyclines. En effet, rappelez-vous, une des notions initiales qui a permis d'identifier ces complexes est que la seule protéine dont la quantité varie dans ces complexes est les cyclines, et c'est pour cela qu'on les a nommés les cyclines. Comment dégrader une protéine? Une protéine va être dégradée par des protéases, par protéolyse. Un complexe cellulaire spécifique est dédié à la protéolyse, qui est le protéasome, des complexes de protéases au niveau du cytoplasme. L'activation de la protéolyse liée au protéasome est déclenchée par la combinaison de la protéine cible avec de l'ubiquitine. Ce phénomène d'ubiquitination étant lui-même activé par les complexes CDK cycline. Donc vous avez ici la cycline, partie N-terminale et C-terminale. Il existe au niveau de cette cycline un site de reconnaissance pour l'ubiquitination. Des ubiquitines, qui sont des molécules de 76 acides aminés, vont venir se lier à la cycline à dégrader grâce à une enzyme qui est l'ubiquitine ligase. Cette ubiquitination doit être multiple pour qu'elle active la dégradation de la cycline. Encore une fois, c'est l'activation même de la kinase qui va activer l'ubiquitine ligase. Vous voyez que la cycline qui active la kinase active en même temps sa propre dégradation, ce qui explique que l'activation de la kinase par la cycline soit un phénomène physiologiquement réversible et régulé. Donc l'activité de dégradation de la cycline par l'ubiquitination est un phénomène régulé de façon extrêmement complexe, en particulier par des phénomènes de phosphorylation. En phase G1, CDK1 présente 3 sites de phosphorylation qui, lors du passage en phase S, vont être phosphorylés par des sérines thréonine kinase et des tyrosine kinases au niveau du site tyrosine 15, thréonine 14 et 161.
peu importe les nombres, c'est pas important de les retenir, pour permettre une dégradation de la cycline par l'ubiquitination. Ces sites de phosphorylation devront être en partie déphosphorylés par une phosphatase, et c'est cette déphosphorylation par une phosphatase qui va permettre la dégradation de la cycline. Il existe donc des kinases et des phosphatases qui viennent modifier la phosphorylation de la cycline B. Wii1 est une phosphatase qui va donc phosphoryler la cycline B. Au contraire, CDC25 est une phosphatase qui va venir neutraliser la phosphorylation présente sur la cycline B. Donc le but essentiel de ce cours était de vous montrer comment des notions cellulaires très morphologiques, une cellule se divise, l'observation, l'implication qu'une cellule doit se diviser de façon coordonnée. Ceci a donc déclenché des travaux de recherche expérimentale visant à trouver les mécanismes moléculaires assurant la régulation du cycle cellulaire, ce phénomène chronologique. Vous avez pu voir que des expériences de plus en plus progressives et de plus en plus compliquées ont mis en évidence que l'élément crucial de la régulation du cycle cellulaire à ces différents moments, c'est l'existence de complexes multimoléculaires. C'est la participation de kinases qui viennent phosphoryler des protéines spécifiques au moment où des substrats ont besoin spécifiquement d'être phosphorylés. C'est la phosphorylation et la déphosphorylation de certains éléments de ces mêmes substrats, et en particulier des cyclines, qui sont les éléments qui majoritairement vont modifier leur concentration. Vous avez donc vu la complexité de ces mécanismes de régulation, complexité indispensable afin de protéger la cellule d'une dérégulation du cycle cellulaire, qui est l'événement le plus important pour expliquer la genèse, par exemple, des pathologies tumorales. Vous voyez donc les implications thérapeutiques, à côté des implications physiopathologiques pour comprendre le cancer. Chacun de ces éléments moléculaires du cycle cellulaire sont des cibles qui vont pouvoir être utilisées pour mettre en place des thérapeutiques anti-tumorales. Vous avez vu dans le cours de M. Pelletier et dans le cours de M. Bottary l'utilisation de ces cibles. On va par exemple pouvoir injecter par thérapie génique des inhibiteurs de cycle cellulaire. Des essais thérapeutiques sont en cours. Donc vous voyez comment ces données fondamentales, qui peuvent vous paraître extrêmement compliquées, mais qui ont été simplifiées dans ce cours, sont des données qui sont extrêmement importantes pour la prise en charge des patients, et vous aurez probablement, quand vous serez en activité, à utiliser des médicaments qui ont pour cible ces voies moléculaires qui peuvent paraître un petit peu complexes. Je vous remercie.